Installez-vous pour cette dernière session qui va être consacrée aux maladies musculaires et de la jonction neuromusculaire. Et on va tout de suite, pendant que vous terminez rapidement de vous installer, appeler Sabrina Sacconi, qui est professeure de neurologie à Nice et qui va nous parler d'un cas clinique que je vais la laisser présenter. Alors, merci Christine. Le cours que je vais vous faire, c'est sur les stratégies diagnostiques devant un déficit moteur proximal de membre supérieur. Pourquoi j'ai choisi ce cours? Parce que je travaille dans un centre de maladies rares et ces maladies rares sont caractérisées par des symptômes qui sont très spécifiques, il y en a beaucoup, et le mécanisme physiopathologique est parfois très complexe. Donc on est un peu obligé à être hyper spécialisé si on veut faire de la recherche et proposer des traitements à ces patients. Donc, ma super spécialisation, c'est la dystrophie musculaire fascio-scapulo-humérale. Donc, dans cette dystrophie, l'attente des épaules, c'est le symptôme principal. Et pour cette raison, aujourd'hui, je vais vous ennuyer, après vous avoir montré mes conflits d'intérêts, avec ma vie au quotidien, qui ressemble beaucoup à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de cliniciens qui m'adressent des patients avec un déficit qui peut être symétrique ou asymétrique de la ceinture scapulaire. Et c'est à moi d'essayer de trouver un diagnostic pour ces patients et d'essayer de différencier celles qui sont les causes neurologiques, donc neuromusculaires, des causes autres. Donc, j'ai pris un petit peu l'habitude de regarder les épaules de tout le monde quand je suis à la plage, quand je suis avec les collègues, etc. Et la première des questions qui est souvent difficile, la première chose qui est difficile à établir, c'est souvent essayer de voir s'il s'agit d'un déficit véritable, s'il s'agit d'un déficit qui est physiologique ou une situation physiologique ou pathologique. Par exemple, chez les jeunes, chez les enfants, quand on va à la plage, les épaules sont très souvent décollées, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des enfants malades. Et on peut aussi, quand on regarde les structures qui composent l'épaule, avoir des pathologies qui ne sont pas neuromusculaires, mais qui sont, par exemple, articulaires. Donc, on fera appel à nos confrères rhumatologues ou orthopédistes, ou sinon, qui peuvent intéresser les vaisseaux. Donc, avant de rentrer dans le détail, je vais vous faire des rappels vraiment très basiques sur l'anatomie de la ceinture scapulaire. Donc, sur le plan de l'épaule, est composée avant tout par trois os, la clavicule, l'omoplate et l'humérus. L'omoplate est une structure d'ancrage très importante pour tous les muscles et tendons de l'épaule. C'est une structure qui a la caractéristique chez l'homme d'être flottante et de pouvoir bouger dans les différentes directions et qui est fixée à la cage thoracique par plusieurs muscles. Parmi les muscles plus importants qui fixent l'omoplate à la cage thoracique, nous avons le muscle grand dentelé qui est innervé par le nerf long thoracique. Nous avons le muscle trapèze qui est innervé par le nerf accessoire spinal et le muscle rhomboïde qui est innervé par le nerf spinal dorsal. Ensuite, nous avons les muscles sous-épineux et sous-scapulaires et sous-scapulaires qui ont la fonction de tenir l'humérus à l'intérieur, de fixer l'humérus à l'intérieur de l'articulation glonumérale. La mobilité proximale de cette articulation est assurée par le deltoïde, comment on peut dire par le grand pectoral sur le devant et par le grand dorsal sur le derrière. Donc, tous ces nerfs sont innervés par le plexus brachial et puis on a des artères qui sont là et donc notamment on a l'artère sous-clavière avec toutes ces bifurcations et on sait qu'on peut avoir des compressions au niveau de cette artère dans le syndrome du défilé thoracobrachial. Là, j'ai fait une étude que je ne pourrai jamais publier parce que c'est une étude fortement biaisée pour essayer de comprendre, parmi toutes ces épaules qu'on m'a adressées, quelles étaient les causes les plus fréquentes de pathologies que j'ai retrouvées. Donc, d'où au biais de sélection,
on avait énormément d'épaules myogènes, donc les 40%, et parmi ces épaules, il y avait surtout la dystrophie musculaire facio-scapulomérale, mais aussi d'autres myopathies. Parmi les causes neurogènes que j'ai recevées, c'était le syndrome de Parsonage-Turner qui l'emportait, mais on peut retrouver aussi des radiculopathies cervicales, la syringomyélie et des lésions plexiques ou des maladies du neurone moteur, parmi les causes les plus fréquentes. À suivre, il y avait des épaules qui n'étaient pas du tout neurologiques, mais rhumatologiques, notamment périarthrite scapulomérale et syndrome de la coiffe des rotateurs, des causes orthopédiques, comme retour de coiffe de rotateur, et puis d'autres causes plus rares, infectieuses et vasculaires. Donc, l'autre question qu'on peut se poser devant un déficit moteur scapulaire, c'est quel est l'examen qui va m'aider le plus. Et l'examen, c'est l'examen clinique, qui permet très souvent de faire la part des choses et d'aider dans le diagnostic. À suivre, on a les imageries musculaires. Là, j'ai mis beaucoup de scanners parce que c'est une statistique un peu ancienne, mais l'IRM musculaire, on verra, a un rôle très important. Et peut-être qu'un jour arrivera à dévancer la biopsie musculaire dans un certain nombre de situations. Après, on a les génétiques classiques et NGS qui commencent. Mais il ne faut pas oublier aussi l'apport d'autres examens qui servent surtout pour exclure autres causes qui ne sont pas neurologiques, comme la radio de l'épaule et l'arthroscanner. Donc là, je vous présente très rapidement 4 patients et puis on essaiera à la fin d'arriver à un diagnostic. Et ils se rassemblent un peu tous, même s'ils ont des âges différents et une attente qui est différente. Donc, dans le premier patient, on a un homme de 27 ans qui présente des douleurs à l'épaule droite, suivi par l'apparition d'une déficit amyotrophiante, une limitation de l'élévation antérieure active de l'épaule. Le deuxième patient, à 45 ans, il a une douleur, il dit qu'il a mal aux épaules depuis de nombreuses années, et il a un déficit amyotrophiant qui est bilatéral, qui est symétrique. Le troisième patient a une faiblesse proximale, une amyotrophie, une impossibilité à lever les bras en tête tombante. Et la quatrième patiente, elle dit qu'elle est très fatiguée, elle n'arrive pas à lever les bras, elle a les muscles qui brûlent et aussi on voit qu'elle a une tête tombante. Donc parmi ces 4 patientes, notre objectif est celui d'essayer de voir quel est le diagnostic qu'on doit faire le plus rapidement. Quel est le patient le plus grave, quels sont les examens diagnostiques et quelle est la prise en charge thérapeutique. Donc vous voyez, 2 patients, ils ont des douleurs et 2 patients n'ont pas de douleurs. Et c'est vraiment ça la question clé. Est-ce que le patient qui a un déficit moteur présente des douleurs ou ne présente pas de douleurs? S'il présente des douleurs, il est fort probable que la cause soit neurogène. Mais aussi autres non neurologiques, rhumatologiques, orthopédiques. Tandis que s'il n'a pas de douleur, il est fort probable que la cause soit neuromusculaire, et en particulier myogène. Donc là, je vous rappelle les différentes causes. Donc, par exemple, ce patient, 43 ans, présente une douleur aiguë de la région scapulaire droite, avec une faiblesse du membre supérieur droit, un gêne fonctionnel dans ses activités sportives. Par la suite, ces douleurs persistent et il va voir le médecin qui l'adresse à ma consultation. Et là, on remarque qu'il y a un saillie de la pointe inférieure de l'omoplate et un saillie postérieure globale. Le bord inférieur de l'omoplate, quand on fait mettre le patient en antépulsion, il se rapproche de sa moelle épinière. Donc ça, c'est un signe assez caractéristique. Et d'une atteinte isolée du nerf long thoracique droit qu'on découvre à l'électromyogramme. Si on fait un IRM à ce patient, on peut retrouver des édèmes du muscle dentelé antérieur, une infiltration graisseuse. En réalité, cette IRM musculaire est plutôt fourviante, on me l'avait adressée pour myosite. Et là, ce n'est pas du tout myosite, c'est une atteinte des nerfs. Donc, pour dépister les atteintes du nerf thoracique long, il y a un test qui s'appelle wall push-up, c'est-à-dire qu'on fait appuyer le patient contre le mur, on voit que l'épaule ressorte de manière beaucoup plus marquée. Les causes de cette atteinte sont traumatiques, inflammatoires, infectieuses et idiopathiques. C'est l'électromyogramme, notre examen clé.
Une autre atteinte des nerfs douloureuse chez ce patient, homme, 42 ans, droitier. Il n'arrive pas à lever le membre supérieur droit et il a des douleurs modérées de la région scapulaire. Dans ces cas-là, si on lui fait faire une antipulsion de l'épaule, on voit que le bord de l'omoplate va vers l'extérieur. Et ça, c'est un autre signe caractéristique d'une atteinte du nerf accessoire spinal droit qu'on retrouve à l'électromyographie. Et encore une fois, l'atteinte l'IRM musculaire, ça peut nous induire en erreur parce que dans les atteintes neurogènes, on a quand même un édème, donc des hypersignaux, qu'il ne faut pas confondre avec des hypersignaux de myopathie. Et ces hypersignaux, dans le cadre de l'atteinte du nerf accessoire spinal, touchent surtout le muscle trapèze parce que c'est le muscle qui est innervé. Alors là, je vous montre des photos d'atteinte de ce nerf accessoire spinal parce que ces patients m'ont vraiment posé des problèmes au début. Je pensais vraiment que c'était des dystrophies facioscapulo-humérales, mais pas du tout. Donc on voit que l'épaule est baissée, qu'il y a cette atteinte asymétrique parce qu'il n'y a que le nerf d'un seul côté qui est touché, le pectoral, l'épaule qui ressort, le trapèze qui est touché, voilà. Là, ça c'est une atteinte très modérée, mais très douloureuse. Donc une douleur typiquement qui est unilatérale. Les patients ils se plaignent beaucoup et ils ont une sensation de tiraillement au niveau, quand ils élèvent le membre supérieur et peuvent décrire aussi des douleurs au niveau du cou et du dos. Et là, si on fait l'examen clinique, il faut être très bon pour tester les muscles puisqu'on retrouve un déficit du muscle rhomboïde qui n'est pas facile à tester. Et on retrouve un décollement de l'omoplate qui, comme vous voyez, il est vraiment très, très, très modéré. Et en général, on le retrouve chez les sportifs, ce genre de problème, parce que ils ont un édème au niveau du muscle scalène moyenne, parce qu'ils ont fait trop de pompes, par exemple, et donc, du coup, ils compressent leur nerf. Donc, la cause neurogène la plus fréquente qu'on peut retrouver dans la pratique clinique, c'est ce syndrome de Parsonage-Turner. Les hommes sont plus touchés que les femmes et caractéristiquement, on a une douleur qui dure 3 à 8 semaines et ensuite, on a l'apparition d'un déficit moteur qui est amyotrophiante. On peut aussi avoir des paresthésies qui sont décrites par le patient. En général, cette atteinte est monolatérale, mais il y a de plus en plus de cas décrits qui sont bilatéraux. Les facteurs déclenchants sont des infections virales et notamment il y a beaucoup d'attention à l'heure actuelle sur les infections du virus de l'hépatite E. Il y a d'autres descriptions post-immunisation, post-chirurgie, post-partum et ensuite un exercice important. L'électromyogramme, encore une fois, c'est l'examen princeps avec une altération une atteinte du plexus brachial. Et puis, on a un IRM du plexus qui est important parce que à la fois sert à exclure les lésions structurelles responsables de douleurs de l'épaule et la syndrome de coiffe de rotateur qui n'est pas du tout neurologique. Donc, dans le diagnostic différentiel avec d'autres pathologies, qui des fois n'est pas simple puisque l'électromyogramme s'y fait au début, peut ne pas montrer l'atteinte du plexus brachial, l'IRM musculaire commence à avoir une certaine place. Là aussi, on a un hypersignal, un STIR, et on peut avoir une amyotrophie. Et les 3 muscles qui sont souvent touchés, le sous-épineux, et le deltoïde, permettent de faire le diagnostic différentiel avec d'autres causes, notamment avec la dystrophie facioscapulo-humérale. Une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander une IRM du plexus, et là, on peut voir un édème au niveau des nerfs. Celui-là, je ne vais pas vous en parler. Et pour finir, c'est juste une petite diapo pour vous rappeler que si votre patient il a une amyotrophie de l'épaule, il a mal, il faudra faire un peu appel à vos connaissances de base sur la rhumatologie et l'orthopédie. En particulier, mobilisez bien l'épaule. Il y a toute une série de manœuvres que vous pouvez faire pour voir s'il y a des douleurs qui apparaissent avec l'épaule. Dans ces cas-là, l'examen le plus simple à faire, c'est la radio ou éventuellement un arthroscanner, et puis ce n'est pas de votre ressort.
Si on arrive au déficit moteur scapulaire non associé aux douleurs, on a dit que les causes myogènes, c'est les principales, mais on verra qu'il y a aussi des causes neurogènes. Et puis, il ne faut pas oublier les causes rhumatologiques. Et donc, me voilà finalement arrivé à parler de la dystrophie musculaire facioscapulomérale, que c'est la dystrophie la plus fréquente de l'adulte, qui est caractérisée par une atteinte progressive et sélective de certains muscles, qui est asymétrique et qui est caractérisée par une extrême variabilité, d'où la difficulté au diagnostic. On peut avoir aussi des atteintes extramusculaires dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. La variabilité est importante, donc vous voyez dans les cas infantiles, le diagnostic c'est plutôt simple pour les myologues parce que les tableaux sont classiques. Mais quand on a des patients comme celle-là, avec une atteinte modérée ou presque asymptomatique, là le défi est beaucoup plus important. Ces patients peuvent se présenter aussi avec des douleurs chroniques et une fatigue qui sont un peu caractéristiques de la maladie et qui sont très différentes du douleur aiguë qui précède l'apparition du déficit amyotrophiant dans le syndrome de personnage éternel. Et là, l'IRM peut vraiment nous aider parce qu'on a vu que les 3 muscles qui sont les plus touchés et les plus édémateux dans le syndrome de personnage éternel, c'est souvent épargné. C'est quasiment tout le temps épargné dans cette maladie. L'IRM de muscles des membres inférieurs peut aussi être utile, même quand on ne voit pas d'attente clinique, parce qu'on a la surprise de voir que certains muscles sont atteints à l'IRM avant même d'être atteints cliniquement, et que le pattern de distribution de l'attente de l'IRM musculaire peut être très différent par rapport à l'attente au niveau à l'attente clinique. Après, on a fait des études pour dire, parce qu'on avait beaucoup de patients qui étaient adressés pour ça, on s'est dit, si ce n'est pas une dystrophie facioscapulomérale, quel type de myopathie ça pourrait bien être? Donc, je vous passe de tous les détails compliqués de cette étude pour dire qu'il y a, à côté d'une forme de dystrophie facioscapulomérale de type 1, on a découvert une forme de type 2, donc il y a un certain nombre de patients qui sont identiques cliniquement, mais qui ont une autre génétique. On a trouvé aussi des patients qui n'étaient pas du tout des dystrophies facioscapulomérales, mais qui avaient d'autres maladies. Donc, vous voyez, par exemple, cette famille, il y avait une transmission dominante avec une attente scapulaire un peu asymétrique. Et en réalité, il s'agissait d'une myopathie myofibrillaire, qui a été par la suite diagnostiquée grâce à une biopsie musculaire. Ces 2 patients présentaient une sclérodermie. Donc, la première patiente pouvait rassembler un FSH du côté asymétrique et de l'attente. Le deuxième patient, il avait les signes de la sclérodermie, donc c'était assez clair le diagnostic. Et aussi, il y a aussi d'autres maladies inflammatoires qu'on a découvertes parmi ces patients, des dermatomyosites. Souvent, on peut passer à côté des myosites. Pourquoi? Parce qu'on ne biopsie pas le bon muscle et donc on ne trouve pas l'inflammation. Et ces patients évoluent à bas bruit et peuvent avoir des aspects pseudodystrophiques comme Antoine a décrit dans la présentation d'avant sur les myosites nécrosantes. On peut le retrouver aussi dans les autres myosites, surtout quand ce n'est pas un myologue qui les regarde. Donc, il faut faire très attention aux signes cliniques associés, par exemple l'atteinte cutanée, les atteintes cardio-respiratoires, mais aussi ophtalmologiques, gastro-intestinales, etc., etc. Et encore une fois, l'IRM, ça peut vous aider, parce que si vous faites une IRM ou au moins un scanner musculaire, vous pouvez voir l'atteinte des muscles et puis aussi avoir une certaine idée de la sélectivité musculaire. Et cette sélectivité, ce pattern de sélectivité musculaire peut nous aider pour faire le diagnostic, notamment la FSH a un pattern typique par rapport non seulement à les autres myopathies qui touchent les membres supérieurs, mais aussi le syndrome de personnage ternaire. Donc, on sait que s'il y a une atteinte précoce du sous-épineux et du sous-scapulaire, il ne pourra pas s'agir d'une FSH. Dans tous les autres cas, quand il faut faire la part sur les autres atteintes du membre supérieur, il est encore un peu obligatoire de faire la biopsie musculaire qui nous permet, avec des images histologiques qui sont caractéristiques, d'orienter notre diagnostic. Parfois, ça ne suffit pas, il faut faire d'autres techniques, comme dans le cas du déficit en calpaïne, dans lequel il faut demander des Western blot, etc.
Et après, on a la génétique et les approches de séquençage à haut débit qui nous aident dans la pratique quotidienne. Donc, si on revient à notre cas clinique, je suis désolée, mais la version que j'ai ici, ce n'est pas la même que j'avais sauvée. En tout cas, selon vous, quel est le patient le plus urgent à traiter, à diagnostiquer? Alors, on va dire, parmi les rouges et les bleus, vous choisirez... C'est plutôt les bleus. C'est plutôt parmi ces deux-là. Quel est le patient pour lequel le diagnostic est le plus urgent? C'est madame, parce que madame, elle décrit une fatigue, une faiblesse proximale, des muscles qui brûlent. Elle n'a pas d'amyotrophie. Et l'examen clinique montre une fluctuation des symptômes. Il s'agit donc d'une patiente qui présente une myasthénie. Donc, on recherchera les anticorps anti-RAC, anti-muscle, on fera un électromyogramme, ou dans le cas de madame, on ne pourra pas le faire, mais dans la myasthénie en général, on peut faire le test à l'agnostic-MIN pour nous aider au diagnostic. Pourquoi c'est important de le diagnostiquer rapidement? Parce que cette dame, elle peut décompenser sur le plan respiratoire ou de la déglutition et peut finir aux urgences. Et donc, nous, il faut qu'on fasse le diagnostic, on lui donne sa carte de soins. Et puis aussi, et surtout, parce qu'on peut la traiter et on peut lui donner toute une série de médicaments symptomatiques et qui la traitent. Le cas clinique avec le pronostic le plus grave, c'était le patient numéro 3, avec une apparition progressive d'une faiblesse proximale amyotrophiante, une possibilité à lever les bras et une tête tombante. En clinique, on retrouve fasciculation, syndrome corticospinal, un début d'atteinte au niveau distal des membres supérieurs. L'examen princeps, en ces cas-là, c'est un électromyogramme qui retrouve des fibrillations et des signes d'énervation active et des signes de dénervation chronique. Et le diagnostic, malheureusement, c'est celui d'une sclérose latérale amyotrophique. C'est des formes particulières qui s'appellent Flay-Arm syndrome, ou syndrome de l'homme dans le tonneau, dans lequel on a une atteinte plutôt proximale des membres supérieurs. C'est des formes qui ont un pronostic légèrement meilleur par rapport aux autres, mais qui sont quand même un pronostic fatal, et pour lesquels seulement les protocoles de recherche pourront nous aider dans la prise en charge. Et là, on arrive au patient pour lequel on peut proposer un traitement. Alors, ce patient, je suis désolée parce que il y a eu un problème avec les diapos, mais en tout cas, c'était un patient qui avait un déficit amyotrophant, qui au début, il était asymétrique, mais qui par la suite, il est devenu symétrique, qui avait des douleurs au niveau des épaules, mais c'était des douleurs chroniques qui n'étaient pas dues comment on peut dire, à une atteinte neurogène, mais que c'était la conséquence du déficit scapulaire très important. Et ce patient, par la suite, en l'examinant et en lui faisant faire des examens, on retrouvait aussi une atteinte respiratoire. Donc, quels sont les examens qu'on peut proposer à ce patient? L'IRM, certes, il peut nous aider, mais bon, là, il y a une atteinte du scapulaire, etc. On sait que ce n'est pas un FSH, mais on n'avance pas beaucoup. L'électromyogramme, on a des potentiels de fibrillation musculaire. On peut penser que c'est neurogène, mais ce n'est pas neurogène, c'est clairement myogène. La biopsie musculaire. Dans la biopsie musculaire, effectivement, on pourrait diagnostiquer un patient comme celui-là, parce qu'on pourrait retrouver des vacuoles et d'accumulation de matériel passe positive, mais on peut aussi passer à côté. En réalité, l'examen qu'il faut faire chez ce patient, c'est très très simple, c'est une dried blood spot, une recherche de déficit enzymatique sur papier bouvard. Donc, on fait des petites taches de sang et puis on analyse la présence de ces déficits enzymatiques, qui est le déficit en maltase acide qui caractérise cette maladie, qui est une maladie de pompe. Maladie, pourquoi c'est important de faire ce diagnostic? D'un côté, parce qu'on a un traitement disponible qui a un effet sur la stabilisation de la maladie, surtout sur le plan respiratoire. Après, parce que cette maladie peut avoir différents types d'atteintes, non seulement respiratoires, mais aussi au niveau du système nerveux central et gastro-intestinal. Donc, et le patient numéro 1, qui c'est le dernier, qui avait le douleur à l'épaule droite suivi par l'apparition du déficit amyotrophiante et une limitation de l'élévation antérieure active de la scapula.
là, c'est le wall push test qui est positif. L'électromyogramme qui nous permet de faire le diagnostic. Donc, on a une lésion du nerf thoracique long. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces patients? On peut les rééduquer avec soit des systèmes de rééducation à l'effort physique, soit des systèmes d'électrostimulation. Et si ça ne marche pas, on peut aussi les envoyer chez notre confrère, les orthopédistes, pour les traiter avec des décompressions, donc des neurolyses, ou de arthrodèse scapulothoracique dans les cas les plus graves. Donc voilà, ça c'est un peu le résumé de la prise en charge de l'épaule au CHU de Nice. C'est une photo aussi pour vous montrer un petit peu l'équipe. Angela Poma qui fait les électromyogrammes, le docteur Sordoni qui s'occupe de SLA et le docteur Luisa Villa qui s'occupe d'anatomie pathologique. Merci. Merci beaucoup. On a le temps, je pense, pour une ou deux questions. Alors, on attend... Ah, il y en a une. Bruno ? Sabrina, merci beaucoup pour cet exposé qui était très intéressant. Sur le plan sémiologique, il y a deux choses que vous avez indiquées, mais qui, dans la pratique quotidienne, sont très très utiles. La première, c'est qu'une des causes d'élévation, de déficit de l'élévation des bras, il ne faut pas l'oublier, c'est l'atteinte des muscles spinaux. C'est-à-dire que des patients qui ont par exemple une camptocormie, c'est-à-dire une grosse atteinte des muscles spinaux, ont une difficulté à élever les bras lorsqu'ils sont en position debout ou n'ont pas d'appui. Et en fait, c'est le fait que le mât qui est représenté, le mât musculaire qui est représenté par les muscles spinaux ne fonctionne plus bien et donc la fonction d'élévation est anormale. Alors que par exemple, lorsqu'on bloque bien le dos, le patient allongé par exemple, eh bien l'élévation redevient normale. Ça, c'est un piège que j'ai rencontré plusieurs fois. Deuxième point, comme vous l'avez souligné, c'est vrai que, et ça c'est avant l'imagerie, l'examen clinique le montre très bien, c'est de savoir s'il y a une atteinte des sous et sus-scapulaires, qui se voit très bien par l'atrophie. Et ça, c'est un élément d'orientation très très important. Donc ces deux points cliniques qui en fait nous aident beaucoup sur le plan de l'approche clinique. Voilà, c'était un petit commentaire. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, merci beaucoup et on va passer donc à la dernière présentation avant le suspense que vous entendez tous de la remise des prix. Et j'appelle donc le professeur Pascal Laforêt qui est professeur de neurologie à Garches et qui va nous parler de cas complexes. Donc là aussi le suspense est plein et entier pour cette dernière intervention. Je remercie les organisateurs des J2N de m'avoir invité. Donc je fais partie de la grande famille de la filière neuromusculaire Filnemus. Et donc après Sabrina, donc moi je me présente, je travaille dans le centre de référence des maladies neuromusculaires coordonné par le professeur Aymar, Île-de-France, région Nord et Est. Et moi je suis dans le centre coordonnateur de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches depuis le mois de septembre. Donc avant de vous parler, de présenter un cas clinique, alors rassurez-vous, le cas clinique va être seul, simple, pas trop compliqué à résoudre, mais avant je voulais, si j'arrive à faire passer les diapos, voilà, j'ai compris, mes conflits d'intérêts sont avec les laboratoires suivants, Amicus, Genzyme et Sparks Therapeutics, qui sont impliqués dans les maladies métaboliques. Et donc en introduction, je voudrais quand même vous faire partager quelques avancées majeures qu'on a vécues dans notre domaine des maladies musculaires ces dernières années et pour motiver les internes à venir rejoindre notre surspécialité, puisqu'on vit une époque tout à fait passionnante. Alors les maladies neuromusculaires, ça fait un peu peur parce qu'il y en a des centaines, beaucoup de maladies génétiques. Et jusqu'à il y a moins de 10 ans, on ne savait pas bien les diagnostiquer, on connaissait le Stenert, la FSH, on a eu accès
au premier gène il y a maintenant plus de 20 ans pour le Duchenne, la FSH et le Stenert, et puis par la suite ça a été beaucoup plus compliqué. Et ces 10 dernières années, il y a eu une explosion des techniques de génétique moléculaire, ça vous le savez, mais dans notre domaine des maladies rares et les maladies musculaires, c'est un élément capital pour arriver au diagnostic de nos patients. Et donc là, ces dernières années, le séquençage à haut débit a permis d'assister à une révolution. Et la deuxième révolution, c'est les progrès spectaculaires dans le domaine des biothérapies, des thérapies ciblées, de la pharmacogénétique. Et je vais vous montrer quelques exemples d'avancées très importantes sur le plan thérapeutique. Donc, tout d'abord sur le plan génétique, trois diapositives qui m'ont été prêtées par le professeur John Met, qui coordonne la plateforme de génétique de la région Île-de-France. Alors, il y a un plan pour l'accès au séquençage au débit des maladies rares qui est actuellement en cours de développement. L'objectif étant de permettre d'avoir l'accès pour tous les patients ayant des maladies rares ou des cancers possiblement d'origine génétique à des plateformes au débit et donc à un diagnostic moléculaire. Les techniques sont en place. Il faut maintenant des moyens supplémentaires qui vont permettre d'organiser ces séquençages et ces diagnostics moléculaires. Et donc ça, c'est le plan France Génomique 2025 qui est actuellement en cours de réalisation. Avec un document là, que vous voyez ici, que vous pouvez lire sur Internet, qui détaille tous les enjeux et tous les acteurs qui sont en place. Pardon. Et très concrètement, depuis cette année 2018, deux grands projets de plateforme de séquençage au débit vont être mis en place en France. L'un, c'est la plateforme Oragen pour la région Rhône-Alpes-Auvergne, et l'autre, c'est le projet Sequoia pour Sequencing Omics Information Analysis pour l'Île-de-France. Et vous voyez un peu l'organigramme de cette plateforme. L'objectif, c'est d'avoir un lieu et une plateforme technologique qui va permettre de faire ce séquençage, donc toute la technologie, et avec des entrées qui sont essentiellement trois gros centres hospitaliers, groupes hospitaliers, la PHP, l'Institut Curie et Gustave Roussy. Donc vous voyez que le cancer a une place très importante, mais les maladies rares, évidemment, et pour nous, pour les maladies musculaires, c'est quelque chose de très important, avec un objectif écrit qui serait d'arriver à déjà un séquençage de 18 génomes par an en 2022. Ici, vous voyez cet organigramme. En fait, l'idée, elle est très simple, c'est de permettre d'arriver à un diagnostic moléculaire pour des maladies génétiques et notamment musculaires que l'on n'arrive pas à diagnostiquer aujourd'hui malgré les avancées avec les panels de gènes qui nous aident déjà beaucoup. Et donc, il y aura un filtre, plusieurs filtres qui passeront par les centres hospitaliers et les centres de référence en particulier, parce qu'évidemment, il ne sera pas question d'envoyer comme ça des génomes à séquencer sans qu'il y ait eu des RCP. Et il y a toute une filière qui va se mettre en route, qui passera par les centres de référence, les centres de recherche et de génétique de ces centres de référence, des RCP, et qui arriveront ensuite sur cette plateforme et qui renverra au laboratoire de génétique et aux cliniciens à la fin des résultats génétiques qui seront validés. Bien sûr, tout ça, ça soulève énormément de problèmes. On trouvera énormément de variants. C'est certainement pas la certitude d'avoir un diagnostic à 100%, mais on peut avoir dans notre domaine quand même l'espoir d'arriver à des diagnostics moléculaires dans des cas beaucoup plus nombreux encore qu'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était le premier aspect très important. Ça a été discuté il y a quelques jours aux assises de génétique qui ont lieu tous les 2 ans et qui est
était un congrès très important pour voir les avancées moléculaires. Et le deuxième aspect, c'est les avancées thérapeutiques. Alors, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on assiste à ces avancées thérapeutiques. Je vous ai mis cet exemple. Vous voyez, ça, il y a 15 ans, on publiait dans le New England ce papier qui montrait qu'on pouvait améliorer la tolérance à l'effort chez les patients qui ont une maladie de McArdle. La maladie de McArdle, c'est une glycogénose où les patients ont des difficultés à l'effort parce qu'il y a un problème de dégradation du glycogène. Eh bien, papier dans le New England avec 2 auteurs en demandant aux patients de prendre du sucre, c'était du Coca-Cola, avant effort, et on a pu montrer dans ce papier qu'on améliorait la fréquence cardiaque au cours de l'effort. Alors c'est un très beau papier sur un plan conceptuel, physiopathologique, mais vous voyez qu'on était loin d'un traitement de cette maladie, d'un traitement étiologique. Et aujourd'hui, je pense que ça serait beaucoup plus difficile de publier un papier dans le New England avec une petite cohorte et essentiellement des données physiopathologiques. Et donc, ces dernières années, on a vu arriver des essais thérapeutiques avec des thérapies ciblées. Donc, 3 exemples. Il y a la maladie de Pompe, dont vous a parlé un petit peu Sabrina Sacconi, où l'on a maintenant une enzymothérapie recombinante par un médicament qui s'appelle l'alglucosidase alpha. C'est l'enzyme qui manque dans la maladie de Pompe. C'est des perfusions qu'on fait tous les 15 jours à l'hôpital, donc à partir d'une enzyme faite sur des cellules CHO. C'est quelque chose d'assez complexe à mettre en œuvre. On a ça dans les autres maladies lysosomales également. Ce traitement a montré des effets spectaculaires dans les premiers essais qui ont été faits chez les enfants, puisqu'il y a une forme pédiatrique très sévère de la maladie de Pompe, où les enfants meurent dans les 2 premières années de vie. Et vous voyez ici un exemple d'un enfant qui a pu marcher, alors que dans l'histoire naturelle de ces patients, il décède. Mais néanmoins, les effets sont limités à un sous-groupe de patients. Il y a seulement 1/3 des enfants qui répondent à l'enzymothérapie. Donc ces traitements ne sont pas non plus des traitements miracles, et pas dans tous les cas. Et dans la forme de l'adulte, un papier paru dans le New England en 2010 avait consisté dans une étude randomisée en double aveugle, donc un grand essai. Et vous voyez que là, on a maintenant des études où il y a des dizaines d'auteurs et des études multicentriques, et où l'on a pu montrer que cette enzymothérapie stabilisait dans l'ensemble l'atteinte musculaire et l'atteinte respiratoire de la maladie de Pompe. Il y a un registre en France, et à partir des données de ce registre, vous voyez ici, donc là sur le long terme, sur une dizaine d'années, que l'on peut limiter la dégradation de la maladie, mais par contre on ne guérit pas les patients malheureusement, donc c'est un effet limitant. Et l'autre point important sur lequel je voudrais insister, c'est le coût très important de ces nouveaux traitements, 300 000 à 400 000 euros par an pour un adulte, donc ça représente un enjeu de santé publique également, ces nouveaux traitements, même si les patients sont peu nombreux, 100 patients par 400 000 euros par an, c'est quand même un coût non négligeable pour la sécurité sociale. Et beaucoup plus récemment, 2 autres traitements qui ont été mis sur le marché. La tallurène dans la maladie de Duchenne, donc la plus fréquente des myopathies de l'enfant. Donc on commence à avoir des approches thérapeutiques ciblées. Donc là, c'est de la thérapie génique pharmacogénétique avec des oligonucléotides qui permettent de modifier la lecture des codons stop et de restaurer de la dystrophine. Donc on ralentit la dégradation de la maladie, comme vous le voyez ici, mais on ne guérit pas les patients. Et donc il y a seulement un sous-groupe de patients Duchenne marchand qui répondent partiellement à ce traitement, là encore pour un coût important. Et puis, beaucoup plus récemment, ça date du mois de novembre dernier, 2 papiers très importants parus dans le New England, là aussi, qui vous montrent l'importance des thérapies dans les maladies musculaires également. C'est l'amyotrophie spinale, c'est la forme la plus sévère des myopathies de l'enfant, qui n'est pas rare. Et dans 2 papiers, on a montré qu'il y avait des possibilités d'améliorer les formes sévères de type 1 de la myotrophie spinale. Dans un cas avec une thérapie par oligonucléotides antisens, c'est le nusinersen, où l'on peut permettre à ces enfants d'acquérir des fonctions motrices. Mais par contre, là aussi, corollaire, coût très important, 80 000 euros par injection, c'est des injections intratécales multipliées par 6 par an. Et l'autre traitement qui n'est pas encore commercialisé, c'est une thérapie génique par un AAV et donc un transgène qui a permis de traiter des enfants avec la forme très sévère, et des acquisitions motrices ont pu être observées chez 12 patients qui normalement auraient dû décéder et qui ont survécu. Donc un progrès majeur. Est-ce qu'on va pouvoir traduire ça en termes de traitement plus courant? C'est quelque chose qui est certainement en cours auprès des autorités de santé. Donc vous voyez, on a quand même des espoirs énormes actuellement
dans notre domaine. Les choses sont loin d'être réglées, mais on est sur des voies thérapeutiques très intéressantes. Alors maintenant, j'en reviens à mon cas clinique. Donc là, on va repasser à des choses beaucoup plus pratiques. Voyez, dans ce contexte, et notamment dans le contexte de la génétique, où on pense qu'on peut arriver à tous les diagnostics avec la génétique, y a-t-il encore une place pour la clinique et pour les examens standards, comme l'électrophysiologie? Alors l'observation, je l'ai intitulée « La myologie est dans le pré » parce que c'est un patient agriculteur qui est suivi par Bruno Aymar à la Salpêtrière. Et ce patient a été suivi pendant de très nombreuses années, et c'est le cas de nos maladies musculaires. En fait, parfois on arrive à un diagnostic au bout de 10-20 ans, mais évidemment les technologies évoluent en parallèle, et c'est aussi pour ça qu'un jour on fait un diagnostic qu'on ne faisait pas 10 ans avant parce qu'on n'avait pas accès à telle ou telle technique ou à la génétique en particulier. Donc ce patient, le diagnostic a été fait à 38 ans alors qu'il a commencé à avoir des problèmes musculaires dans l'enfance, quasiment. Donc vous voyez, acquisition de la marche vers 16 mois, mais dès l'enfance, ce patient fait des chutes, a des difficultés à marcher, ne peut pas faire du sport comme les autres à l'école, donc il y a un problème physique, musculaire, à l'évidence. À partir de 22 ans, les choses s'aggravant, il va consulter. À l'époque, il ne pouvait plus courir, il avait une faiblesse des membres inférieurs essentiellement, et là, il a un premier bilan. Pas d'histoire familiale, on fait toujours très attention aux antécédents familiaux quand on suspecte une maladie musculaire génétique, et on retrouve une faiblesse musculaire proximale des membres inférieurs, assez peu spécifique. On fait un premier bilan, excusez-moi. Ce premier bilan montre un taux de CPK normal. On peut avoir des taux de CPK normaux dans des myopathies bénignes ou congénitales, ça ne nous choque pas, et un électromyogramme qui conclut à des tracés myogènes. Donc on a bien affaire à une maladie musculaire. On élimine une FSH avec la génétique FSH qui monte 12 repeats, ce qui est dans la normale. On dose la maltase acide, c'est l'enzyme qui manque dans la maladie de Pompe, qui était normale. Et on fait une première biopsie musculaire. Et sur cette biopsie musculaire, on voit des anomalies de la structure des fibres que vous voyez ici. Ça, c'est les colorations oxydatives. Vous voyez là des défects qu'on appelle des corps à l'intérieur de certaines cellules. Donc il y a des anomalies de la structure, de l'architecture des fibres musculaires, qui est très en faveur d'une anomalie développementale, d'une myopathie congénitale. Et c'est le diagnostic qui a été retenu, sauf d'autant plus qu'il y avait une prédominance des fibres 1, une atrophie des fibres 2, ce qu'on voit très souvent dans les myopathies congénitales. Par contre, la génétique qui avait été faite à l'époque n'avait pas permis de conclure. On a éliminé notamment le gène du récepteur à la ryanodine, qui est souvent associé à des myopathies à central corps ou avec des anomalies de structure comme ce que vous voyez là. Donc le patient a été suivi régulièrement. Il s'est aggravé progressivement avec une grosse faiblesse de la ceinture scapulaire, comme vous pouvez le voir ici, surtout des deltoïdes, faiblesse asymétrique, et donc il a développé une atteinte proximale avec une cotation autour de 3 sur 5 au testing musculaire. Il avait également une atteinte axiale, des fléchisseurs de la nuque. Il faut toujours faire bien attention à l'atteinte axiale dans les myopathies. Sabrina vous l'a bien montré, c'est des signes qui sont parfois un peu négligés, mais l'atteinte axiale est très importante dans notre analyse. Et puis, dernier point, qui n'était pas présent auparavant, c'est la constatation d'un problème oculaire avec une paralysie de l'abduction de l'œil droit, donc une ophtalmoplégie qui était apparue au fur et à mesure du temps. Alors là, le bilan est repris. On fait à l'époque une IRM musculaire corps entier qui montre des anomalies de structure assez modérées, je n'ai pas les photos à vous montrer, des lésions musculaires mais non spécifiques qui n'aident pas tellement au diagnostic. Et on refait une biopsie musculaire, parce que souvent quand on n'a pas de diagnostic, on se dit en refaisant une biopsie, quelques années, 10 ans après, on verra peut-être apparaître d'autres lésions, et puis parfois on peut faire des analyses complémentaires qu'on ne faisait pas à l'époque. Sur cette deuxième biopsie, en fait, on voit les mêmes anomalies de structure interne que vous voyez ici, prédominance 1, et donc on en revient au même diagnostic de myopathie congénitale, mais sans preuve génétique. Et tant que vous n'avez pas de preuve génétique, dans les domaines des maladies musculaires, il faut toujours se poser des questions et faire attention aux diagnostics retenus, c'est des diagnostics d'attente. Et en fait, en réinterrogeant le patient, ça c'est ce qu'a fait Bruno Aymar en le revoyant, le patient signale qu'il y avait en plus de cette faiblesse quand même des périodes de fluctuation où certaines semaines, il était plus fatigable, où il n'arrivait pas à monter sur son tracteur, donc objectivement une aggravation tout à fait anormale dans les myopathies. On peut s'aggraver quand on est fatigué, mais il n'y a pas des fluctuations majeures, mais des fluctuations dans la durée. Voilà, donc on en était là. Et là, à ce moment-là, il y a un examen complémentaire
qu'on décide de faire ou de refaire et on cherche quelque chose que je ne vous ai pas montré. Donc là, c'est une question, une réponse. Qu'est-ce qu'on a oublié chez ce patient? Exprimez-vous. Ah oui. Voilà, décrément. Alors, vous allez me dire, je ne vous l'avais pas montré, c'est peut-être parce que je ne voulais pas le dire, mais en fait, il n'avait pas été recherché dans le premier électromyogramme, pour la bonne raison, et ça c'est un message très important, c'est que la stimulation n'est pas faite systématiquement. Quand on fait un électromyogramme, on doit le faire, c'est ce qui est fait par Emmanuel Fournier à la Salpêtrière, mais si on ne fait pas de recherche de décrément et qu'on a des tracés myogènes, ce qui peut se voir, et c'est l'exemple de cette pathologie, on passe à côté d'un syndrome myasthénique. Et en fait, quand on a refait l'EMG de ce patient, on a vu un décrément très net à la stimulation répétitive qui permettait de dire que ce patient avait non pas une myopathie, mais une myasthénie, un syndrome myasthénique, et les tracés dits myogènes sont bien des tracés myogènes, mais c'est des anomalies secondaires. Et quand le muscle est atrophié, on peut voir des tracés myogènes, mais ce n'est pas une myopathie. Et donc ce patient a en fait un syndrome myasthénique. Et là, on rattrape les progrès de la génétique. Bruno Aymar a énormément développé les connaissances des syndromes myasthéniques congénitaux. Et ces dernières années, comme pour d'autres domaines des maladies neuromusculaires, on a des panels. Et là, il y a un panel dédié qui étudie plus d'une vingtaine de gènes de syndrome myasthénique congénitaux. Et là, grande accélération dans les possibilités de diagnostic. En quelques mois, enfin au début c'était quand même plutôt un an, mais on peut maintenant en quelques mois arriver, pardon, c'est passé dans le mauvais sens, à un diagnostic de syndrome myasthénique congénital. Chez ce patient, on a retrouvé des mutations d'un gène qui s'appelle DOX7. Et la protéine DOX7, c'est une des protéines de la plaque motrice, car dans les syndromes myasthéniques congénitaux, vous avez beaucoup d'acteurs qui peuvent être en cause, et donc là on n'est plus devant des anticorps dirigés contre la plaque motrice, mais des anomalies génétiques des différents composants de la jonction neuromusculaire. Les plus fréquents, c'est les anomalies génétiques qui codent pour les sous-unités du récepteur à l'acétylcholine, avec donc les mêmes conséquences qu'une myasthénie auto-immune. Et il y a d'autres protéines qui ont été mises en cause, découvertes ces dernières années, notamment la rhabsine et DOX7, qui n'est pas une cause si rare que ça de syndromes myasthéniques congénitaux. Il y a aussi des syndromes myasthéniques congénitaux présynaptiques. Enfin là, je vous réfère aux travaux scientifiques de la littérature. Et donc ce que je voulais illustrer avec ce cas clinique, c'est que là on arrive à un diagnostic précis chez ce patient de syndrome myasthénique, génétique, oui, mais curable également, puisque les syndromes myasthéniques congénitaux peuvent se traiter avec des approches différentes des myasthénies auto-immunes. Alors, je passe d'abord à cette diapositive, excusez-moi. Donc, les syndromes myasthéniques congénitaux ont des traitements qui dépendent très souvent du type d'anomalie génétique et du type de cible. En ce qui concerne les syndromes myasthéniques congénitaux dus à des déficits en récepteurs d'acétylcholine, les anticholinestérésiques sont souvent efficaces, mais par contre, dans d'autres syndromes myasthéniques congénitaux, les anticholinestérésiques peuvent aggraver la myasthénie, et c'est le cas des DOX7. Et donc chez ce patient, les conséquences, c'est qu'on ne va pas le traiter par anticholinestérésique, mais on va le traiter par salbutamol ou éphédrine, c'est les deux médicaments qui marchent, ce qui a été fait chez ce patient qui maintenant s'est considérablement amélioré. Donc on l'a traité, il s'est amélioré, et je termine donc par cette petite plaque pour vous montrer l'importance et les difficultés des diagnostics de syndrome myasthénique congénitaux. On n'y pense pas toujours, les patients n'ont pas toujours des tableaux typiques de myasthénie, il peut ne pas y avoir d'ophtalmoplégie, la fluctuation peut être modérée voire manquée, ou alors être beaucoup plus lente sur le temps que dans une myasthénie auto-immune. Et les autres gros écueils, c'est l'EMG qui peut montrer des tracés myogènes, et si on ne fait pas la recherche de bloc, on passe à côté, et la biopsie musculaire, souvent qui montre des anomalies non spécifiques et secondaires, et on a eu beaucoup d'exemples comme ça de patients qui ont été étiquetés myopathie, et le jour où on les a repris pour un EMG avec le bloc, on a fait le diagnostic de syndrome myasthénique congénitaux. Donc, take-home message, pour ce cas clinique, je vous les ai dit, c'est que vous voyez, malgré toutes les avancées de la génétique, la clinique et les examens de base, électrophysiologie en premier, restent essentiels pour arriver au diagnostic des maladies musculaires.
Certains symptômes sont très importants, ça c'est même à l'anamnèse qu'on le voit, la fluctuation des symptômes dans une maladie musculaire, ça doit faire évoquer une myasthénie, ça peut faire évoquer aussi une canalopathie, une maladie métabolique, et ces trois groupes de maladies sont potentiellement curables. Il y a des outils thérapeutiques, et donc on peut évidemment aider nos patients quand on aboutit à ces diagnostics. Donc maladie génétique n'égale pas du tout maladie incurable. Et si vous voulez en savoir plus, donc je vous invite à vous inscrire au DU de myologie, où on traite toutes les maladies musculaires, et l'année prochaine, j'espère, au DU de prise en charge des maladies neuromusculaires, plus axé sur la prise en charge pratique des patients qu'on va monter à Garches. Et vous pouvez également venir, vous serez les bienvenus, sur le nouveau terrain de stage qui a été inauguré par Guillaume Nicolas dans le service de neurologie de Raymond Poincaré. Je vous remercie. Merci beaucoup Pascal. Je voudrais faire un commentaire par rapport à ce que tu as, et merci de l'avoir fait, décrit avec l'arrivée des nouvelles techniques génétiques, les LGS, l'exome, maintenant c'est 900 €. Ça ne doit certainement pas être un appel à la paresse et à se dire finalement plus la peine de bien discriminer les pathologies. De toute manière, si c'est du muscle, on va avoir une puce pour le muscle. Si c'est dégénératif du cervelet, on va avoir une puce. Pas du tout, comme tu l'as dit, on est confronté à la nécessité ensuite d'analyser des résultats, et on va avoir de très nombreux résultats. C'est les polymorphismes dont tu as parlé, dont on ne saura pas quoi faire. Et donc la corrélation entre la clinique, la réflexion avant de demander un test génétique est encore plus importante aujourd'hui qu'hier. Et je pense qu'il faut absolument passer par les centres de référence, les centres de compétences. On ne peut pas aujourd'hui envoyer un échantillon d'ADN pour un exome, pour un NGS, sans en avoir parlé avec une équipe qui a l'habitude de cela. Il faut savoir ce que l'on demande, ce qui va être testé et comment analyser les résultats que l'on va devoir rendre, parce que je vous rappelle que si vous faites un examen génétique, c'est vous qui aurez le devoir de le rendre, et ça me semble très important de rappeler ça.